Bonjour, je suis Stéphanie Baranco et bienvenue dans Paroles de femmes. Dans ce podcast, je donne la parole à des femmes au destin peu banal pour qu'elles nous parlent d'elles, de leur parcours, de leurs espoirs et de leurs doutes, de leur vision de la femme d'aujourd'hui, l'avenir. Puissent ces femmes vous inspirer, nous inspirer et inspirer nos générations futures. Elles se livrent sans tabou, avec le cœur. Je vous laisse avec elles. Voici leurs histoires. Place à Paroles de femmes, saison 3. Aujourd'hui, je reçois une femme dont le violon résonne autant que son sourire. Une artiste complète, libre, curieuse et profondément humaine. Elle joue avec les plus grands et elle explore aussi bien d'autres univers musicaux à travers diverses formations. Alors Aurore, bonjour et merci. Bonjour Stéphanie, merci de me recevoir. C'est un plaisir de te recevoir sur Paroles de femmes. On se voit aujourd'hui à Vienne. Ouais. Tu joues ce soir sur la scène. Ouais, pour la première fois de ma vie, je vais fouler cette immense scène avec aux côtés de Thomas Dutronc. Qui lui a l'habitude. Qui lui est venu plusieurs fois, me semble-t-il. C'est une scène, tu vas voir, avec beaucoup d'émotions et d'énergie. Toute l'histoire qui va te porter. Je suis déjà en train de les ressentir et de trembler là, de trembler pas de peur mais d'émotion quoi. Oui. C'est une belle énergie qui tourne dans ce théâtre. Ça va être énorme. Ouais. On va parler de toi, de ton parcours. Parfait. Et puis quand je t'ai invitée, tu m'as dit super, j'ai plein de choses à dire. Donc on va t'écouter. J'ai pas mal de trucs à dire, mais après je parle seulement quand on me pose des questions, c'est-à-dire je suis pas en train de la ramener tout le temps, tu vois. Non, mais tu vois, aujourd'hui, là, tu as c'est une libre parole. Parfait. Et avant de commencer, parce que c'est la tradition dans Paroles de femmes, j'aimerais que tu me dises si tu étais une émotion, un plat de ton enfance et un air de musique. Lesquels serais-tu? Une émotion? Oui. La passion? La passion. Il en faut? Ah ouais. Sinon, on s'ennuie, je trouve. C'est une forme de... On est animé en fait. La passion, donc dans la passion il y a l'amour, l'amitié, la musique. C'est une forme d'âme profonde qu'on a en nous et qu'au travers de la musique j'essaye de faire passer. Apparemment ça a l'air de marcher parce qu'on me dit énergie, enfin tout ça très passionné en fait, ça résume un peu tout ça. Je suis à 100% quoi. Ouais. Voilà. Ah oui. Tu vis tout. À 100%. À 100%. Un plat de ton enfance? Les coquillettes au beurre. C'est vrai? Et j'en bouffe encore. C'est régressif? Ah non. C'est ta Madeleine de Proust? Je suis absolument fan totale des pâtes en général. D'accord. Puis les coquillettes, beurre, sel, poivre, Puis ça fait un peu Madeleine de Proust et puis j'aime ça quoi. Enfin, voilà. C'est plutôt salé, plutôt sucré? Plutôt salé. Plutôt salé. Le fromage, le bon vin. Ouais. Encore une fois, je vis passionnément avec des bonnes choses. Des bonnes choses. Profiter de la vie, etc. etc. Ouais. C'est aussi des moments de partage? Exactement. Et c'est ce que tu vis au quotidien? Voilà. Sinon, moi j'ai besoin d'échanges, j'aime les gens, j'aime parler avec les gens, que ce soit des musiciens, pas des musiciens, tout le monde quoi. J'aime les gens. Est-ce que tu aimes la vie? Évidemment, je kiffe la vie. Et je kiffe ma vie. C'est-à-dire là, actuellement, en tournée, de pouvoir vivre de mon métier, la musique, sans donner de cours, uniquement en tant que violoniste. Je fais des concerts, quoi. Donc, je kiffe ma vie. Donc, c'est vraiment génial. Et un air de musique ou une chanson? En fait, ça, j'ai toujours du mal à répondre parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et je pense qu'il y en a 50 milliards et je sais même pas te dire... Alors si je change la question. Par exemple, si tu devais prendre ton téléphone et regarder la dernière que tu as écoutée. La dernière que j'ai écoutée, c'est simple, c'est Robbie Lakatosh. Voilà. C'est un violoniste hongrois extraordinaire et c'est une musique qui me fait du bien, mais c'est pas une chanson d'enfance, quoi, si tu veux. Ah non, c'était une chanson qui te plaît. De la musique, c'est de la musique instrumentale. D'accord. Après, je devrais dire Thomas Dutronc, tu vois, mais... Ah ouais. Enfin, si tu dois dire tous les musiciens et artistes avec qui tu joues... Oui, parce qu'en général, j'apprécie leur musique, mais c'est... On va faire 1 heure de musiciens. Ça. Voilà. Ok, parfait. Et pour que les gens te connaissent,
À aujourd'hui, tu vois, on parle pas de toi avant, de toi en projection. À aujourd'hui, si tu dois te décrire en un mot, qu'est-ce que tu dirais? Aurore, c'est je suis. Je suis rigolote. Allez, ça marche. Aujourd'hui, tu es rigolote. Bah ouais. Allez, c'est cool. Je sais pas, c'est ce qui me vient à l'esprit. Alors c'est parfait, c'était justement ce qu'il fallait faire. Je voudrais que tu me parles un peu de la petite Aurore. Tu es attirée par la musique toute petite. Tu commences comment ça se passe pour toi l'arrivée dans le monde musical? Alors, j'ai pas du tout été attirée par la musique parce que quand ma maman m'a mis un violon entre les mains quand j'avais 3 ans ou 4 ans, un truc comme ça. Donc moi j'ai fait ce qu'elle m'a demandé, quoi. Elle m'a dit ah bon, j'ai joué de ça, bon d'accord. J'ai suivi des cours à la méthode Suzuki, c'est une méthode japonaise où les parents doivent être là, enfin un des parents doit être assisté à la leçon et pour pouvoir suivre l'enfant la semaine à la maison pour le travail quotidien de l'instrument. Donc ma mère était à mes côtés. Puis arrivé à l'adolescence, j'ai commencé à dire j'en veux plus faire de violon, j'en ai marre. Et en fait après il y a eu le déclic de la découverte de Django et Grappelli. Et j'ai fait un stage de jazz qui s'appelait Les Enfants du Jazz à Barcelonnette, où il y avait des stars telles à mon édition, cette édition-là, Didi Bridgewater, André Ceccarelli et Toots Thielemans, le regretté Toots Thielemans. Et tu te retrouves à l'âge de 16-17 ans face à ces monstres, et puis pendant 15 jours, t'es là-bas, dans les Alpes de Haute-Provence, ce petit village qui est trop mignon, et t'as des cours de jazz avec plein d'intervenants qui sont top, t'as des masterclass avec ces stars-là, ces monstres du jazz devant toi, forcément ça fait un déclic, là tu dis ok, ouais, c'est vraiment mon truc et j'ai envie d'en faire ma vie. Donc finalement, ma mère, à qui j'ai dit je vais arrêter le violon, j'en ai marre, qui s'est battue pour que je continue, je lui dis merci d'avoir insisté, parce que finalement je sais rien faire d'autre, quoi. Enfin je veux dire, si, parce que je me vends, je fais ma manageuse, ma community manager, je fais tout, tu vois. Ouais. Bouqueuse, je suis toute seule en fait. Toute seule, ouais. Mais je sais, j'ai appris tout ça sur le tas, mais tout ça, ça découle du fait que j'ai voulu faire du violon. Et voilà, donc je joue que du violon, mais par contre, heureusement qu'elle était là, quoi. Et tu pousses un peu la chansonnette. Et je chante, ouais, je chante de plus en plus, ouais. Tout à fait. C'est quoi? C'est une extension logique de tes mains? De ton art? Ah ouais, le chant, tu veux dire? Le chant, c'est venu naturellement pour t'accompagner? Ouais, en fait, j'ai tout de suite trouvé que, tu sais, j'ai fait pas mal de manches, que ce soit dans un orchestre à cordes, dans le métro, à Paris, entre 20 et 28 ans à peu près. Plus, en parallèle, j'ai monté mon premier Aurore Quartet, où j'ai autoproduit mon premier album avec, genre façon manouche, deux guitares, violon, contrebasse. Et j'ai chanté tout de suite parce que quand tu fais la manche, et que tu chantes, t'as l'impression que les gens sont beaucoup plus concernés en fait, dès qu'il y a de la voix. La voix. Et du coup, moi j'ai commencé à chanter Padam, La vie en rose, etc., Place des Vosges avec mon quartet à cordes, bah, tout de suite les gens ils venaient, ils mettaient des sous dans la boîte. D'accord. Et j'ai trouvé qu'il fallait chanter parce que voilà, même en concert, l'instrumental c'est génial, mais dès que tu pousses une ou deux chansons comme ça sur le set, ça interpelle tout le monde, tu vois, ça rend le truc beaucoup plus accessible. Ouais. Et j'aime bien cet effet que ça a, et j'aime chanter en fait, ouais, ça vient vraiment du plus profond de toi-même, quoi. Comment donc, parce qu'on a fait un saut, tu passes de 16 ans, tu fais ton stage avec Didi Bridgewater, qui vient d'ailleurs sur le festival aussi. Ouais. Après, tu parles de faire la manche, donc la musique de rue à 20-28 ans. Ouais. Mais... Et après? Parce que là, est-ce qu'à un moment donné, tu as douté? Est-ce que tu te dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'apprends un autre métier? Alors non, justement, c'est fou, parce que dès que j'ai commencé à faire la manche, je me suis même pas posé de questions, quoi. J'ai tracé direct. Inconsciemment, j'ai fait ce qu'il fallait pour que tout se déroule? Se déroule, quoi. Tout arrive. Et comment ça, justement, comment on passe de la rue, de la manche? J'ai fait 2 trucs en parallèle, c'est-à-dire que je faisais la rue, la manche dans le métro, la manche dans la rue avec le jazz manouche et la musique classique, quelques cachetons classiques à droite à gauche comme ça dans les orchestres parisiens de cachetonneurs, mais en parallèle avec le jazz manouche, je me suis dit il faut que je fasse un disque en même temps. La manche me payait mon loyer quasiment. C'est quand même énorme ce que tu dis, parce que à l'époque ça allait, hein. Ah oui, voilà.
Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on arrive les dans des jeunes tarifs... qui nous entendent, oui. Tu vois, enfin là, aujourd'hui, petite parenthèse, là, nos cachets, si c'est les mêmes qu'il y a 20 ans, en fait... du coup, il y a 20 ans, on s'en sortait bien, mais là, aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Avec ce que je gagnais à l'époque, je pourrais pas m'en sortir. Quoi. Oui, c'est important de le préciser là aussi. Ouais, mais même en général, aujourd'hui, c'est dur financièrement parce qu'encore une fois, nos cachets sont quasiment les mêmes qu'il y a 20 ans. Quoi. Il n'y a aucune augmentation. Quasiment pas, genre 4 € ou 5 €. Enfin, tu vois, ouais, un café, quoi, à Paris. C'est pas possible, en fait. La vie, elle a triplé. Bref, et tout ça pour dire que donc, je suis rentrée un peu des sous avec la Manche et puis quelques cachetons. Puis j'ai commencé à enregistrer l'album, à démarcher les festivals, à me mettre sur des sites d'événementiel. Enfin, tu vois, j'ai fait tourner la machine. Je suis allée chercher le travail, quoi. J'ai pas attendu que ça tombe du ciel. Oui, c'est ça l'histoire, en fait. J'ai développé ma carrière toute seule. Tu as développé ta carrière toute seule. Et puis j'ai rencontré Thomas dans un bar où il jouait avant son premier album. Tu vois. C'est une vieille histoire. Il jouait, il faisait un concert, ça s'appelait Autour de midi et minuit à Montmartre, Paris, qui a d'ailleurs fermé depuis. J'ai dit, tiens, le fils du tronc qui fait de la guitare, qui fait Django, tiens, intéressant, j'y vais. Je lui parle à la fin, super sympa, je lui donne ma carte. Il fait son album, il appelle Pierre Blanchard, qui est le violoniste attitré. À l'époque, là, le disque Comme un manouche, son premier. Et il s'avère qu'au bout d'un an, ils partent en tournée, je sais plus trop dans le temps comment ça s'est passé. Mais en tout cas, il m'a proposé, il m'a pas oublié, et il m'a proposé de faire un tiers des dates. Pierre Blanchard, 2 tiers, et moi 1 tiers. Et tu vois, tout ça, c'est de fil en aiguille. De toute façon, faut, dans ce métier, agrandir son réseau. Faut sortir, faut faire des jams, faut de l'audace. Faut de l'audace. Ah bah oui. Faut être carrément audacieux, quoi. Enfin, ouais. Alors, beaucoup de gens me disent depuis plusieurs années, oui, mais toi, t'as le caractère qu'il faut pour faire ça, pour démarcher. Mais je dis, mais mec, en fait, certes, j'ai le caractère, mais je vais pas attendre que ça tombe du ciel, faut bien que je bouffe, quoi. Oui. Et est-ce que finalement, est-ce que c'est un trait de caractère véritable ou est-ce que c'est finalement ce que naturellement tu as développé pour t'en sortir? En fait, un mode de survie finalement où tu t'es dit, bah, si je deviens pas comme ça ou si je force pas ma nature, mais c'est ce que j'ai. Pourrait pas arriver. Alors, j'ai pas eu trop à me forcer parce qu'en effet, ça fait partie de mon caractère de fonceuse. D'accord. Mais je pense que ceux qui n'ont pas ce caractère de fonceur, qui sont plus réservés, qui sont moins sociables ou moins un peu timides ou quoi, ils devraient justement forcer ce trait de caractère qui doit dormir en eux, parce qu'on est tous des brouillards en fait au fond de nous. C'est un peu comme une analyse, psychanalyse sur soi, quoi. Il faut se foutre des coups de pied aux fesses. Ouais. Tu vois. Tes parents, ils disent quoi à ce moment-là, quand t'es dans la rue à faire la manche? Mes parents, parce que du coup, franchement, ils m'ont suivi super. Ils m'ont dit, par contre, ma cocotte, dès que tu pars de chez nous, tu te démerdes. D'accord. Et donc, à 50 ans, je suis toujours chez mes parents. Carrément pas. À 20 ans, j'ai eu mon bac, j'ai redoublé 2 fois parce que j'ai vécu en Afrique. On a bien mal déménagé entre le Niger, le Cameroun, le Maroc. En gros, entre l'âge de 7 et l'âge de 20, j'étais à l'étranger. Mon papa a été muté là-bas. Donc, super belle enfance. Le violon, il me faisait faire des stages de violon de classique, voire de jazz du coup plus tard l'été quand on rentrait en France pendant les vacances scolaires pour maintenir le niveau parce que j'ai pas toujours eu des profs à l'étranger. Et du coup je suis rentrée après mon bac, après le Maroc à Paris et là j'avais qu'une envie, c'était de me tirer moi. Je suis une nature très indépendante. Faut vraiment pas te coller, me contrarier quoi. Te contrarier carrément. En gros, non, c'est pas ça, c'est juste quoi, j'aime bien, puis plus j'avance dans l'âge, plus j'aime, voilà, je veux dépendre de personne, donc si j'ai envie de faire un truc là en tournée, je demande même rien à personne, je prends mon Uber, je me tire, je vais me faire mon resto, enfin tu vois, très indépendante, donc c'est un caractère, un trait de mon caractère, mais c'est aussi mes parents qui m'ont dit, ma cocotte, si tu veux faire de la musique, ils ont été un peu... quand même un peu flippée. J'ai fait 1 an de fac à Nanterre, j'ai même pas fini l'année. J'ai essayé de faire de la fac, laisse tomber, c'est trop pas fait pour moi. J'avais l'impression de recommencer l'école, alors que j'aime pas trop j'ai jamais vraiment aimé l'école. J'étais une élève moyenne, je me suis démerdée, mais c'était vraiment pas mon truc, quoi, tu vois. Du coup, ils m'ont dit, si tu pars de la maison, tu veux faire du violon, bah tu te débrouilles et tu payes ton loyer, tu te débrouilles, quoi. Voilà. Et ça t'a boosté. Ah bah ça booste. Et je trouve qu'ils ont raison. J'ai envie de dire la même chose à ma fille de 12 ans. Parce que du coup, ils ont été à l'initiative finalement de ce violon, mais ils ont finalement presque assumé jusqu'au bout parce que c'est quand même
pas tous les parents qui peuvent soutenir. Non, tout à fait. Tu vois, de dire, je te fais faire des stages, je déménage, oui, mais je te fais faire des stages. Donc du coup, je trouve qu'ils ont une démarche finalement assez entière. C'est-à-dire que c'est pas je dis à ma fille, vas-y, fais du violon, il faut te défoncer parce que c'est génial. Mais au bout d'un moment, quand elle veut en faire sa carrière, ah bah non. En fait, je pense que même ma mère c'est juste. Ne pensait pas que j'en ferais mon métier, en fait, oui. à la base. Ouais. Mais j'ai eu un training, enfin, tu vois, elle m'a pas coachée, mais poussée, comme si elle aurait quelque part voulu, comme si elle avait quelque part voulu que j'en fasse mon métier. Elle était toujours à mes côtés, quoi, à m'encourager et à me pousser des fois un peu genre, dis donc, cocotte, t'as pas fait ton violon. Donc, mais oui, travail de tous les jours. Ouais, alors ouais, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'il faut faire. Alors maintenant, aujourd'hui, je travaille plus vraiment chez moi, mais je fais tellement de concerts en fait que je m'améliore sur le terrain, qui est pour moi ma façon de progresser. Moi, travailler toute seule les gammes à la maison, mais parce qu'on revient à ton envie de partage. Parce que pour toi, la musique, c'est du partage. Exactement. Donc être devant... Hier, tu vois, j'étais au festival Django Reinhardt à Fontainebleau, génial, avec Thomas toujours, auquel j'ai pu me produire plusieurs fois sous mon nom. Et un Espagnol d'origine serbe qui vient me voir, qui jouait aussi lui avec son groupe, et qui me propose une petite résidence à Barcelone en 2026 pour m'inviter à faire des concerts sur une petite tournée en Espagne. Et il me dit, mais je veux pas qu'on fasse la jam, tu sais, des fois quand tu invites des gens comme ça, c'est un peu le bœuf, tu sais, il n'y a pas de répète avant. Il me fait, je voudrais vraiment que nous on travaille des morceaux à toi, qu'on les travaille ensemble, que tu ramènes des idées, que toi tu travailles des morceaux. Et je lui fais, écoute, ça, c'est ce que je préfère au monde. Travailler ensemble, évoluer un répertoire ensemble, faire évoluer un répertoire ensemble, je suis à 100%. Par contre, travailler toute seule chez moi, je m'ennuie, quoi. Je veux pas, quoi. Ouais, c'est pas pour toi. Ça me saoule, en fait. C'est pas mon truc. C'est pas ça la musique pour toi. C'est comme j'étais à l'école, je détestais faire mes devoirs toute seule, quoi. J'aimais faire mes devoirs avec des copines, tu vois. Il y a le côté, je sais pas, une inspiration, une entraide. J'aime les gens. Une émulation. Ouais, quelque chose comme ça qui naît d'un mouvement d'énergie commune. Exactement. Ouais. Donc, peut-être, je dis que je suis indépendante, mais finalement, pas tant que ça, tu vois. En fait, t'aimes bien être dans le partage quand tu l'as décidé. Je suis pas dépendante des autres. Ouais. Et c'est ce que ma mère, d'ailleurs, m'a toujours dit. Ma fille, ne sois jamais dépendante de ton mari ou de ton mec ou de ton machin. Travaille, gagne ta vie et voilà. Et du coup, ouais, je suis vraiment faite comme ça. Et c'est important. Ah bah ouais. Ouais, on va y revenir, mais ouais. Oui, parce que tu vois, on peut en parler maintenant, mais quand j'ai réfléchi à notre conversation, c'était quelque chose qui m'interpellait, tu vois. Alors, pas par rapport à l'indépendance financière, on y reviendra peut-être, mais plus par rapport à l'indépendance en termes de nom. Oui. J'entends par là, quand on est artiste, c'est bien d'avoir sa propre reconnaissance, sa propre indépendance aussi, dans le milieu en tant que toi, pas en tant que accompagnatrice d'eux. Très, très fière d'être aux côtés de Thomas et je vis des moments incroyables et c'est une tournée, enfin genre c'est un rêve en fait, tu vois, le truc qui m'arrive là et qui m'est arrivé il y a plus de 15 ans quand j'ai fait mes premières dates avec Thomas, j'étais genre waouh, le surkiff quoi, la vraie tournée, le tourbus et tout. Mais dès que tu t'arrêtes, donc là je suis à 100% avec lui, mais je ne peux pas faire que ça. Il faut que je continue à exister sous mon nom. Oui. Donc c'est difficile pour moi de me reposer pendant les pauses qu'on a avec Thomas, parce que moi pendant les pauses qu'on a avec Thomas de tournée, je prends des dates sous mon nom pour continuer d'exister, donc c'est dur pour moi de me reposer, donc je suis un peu crevée là. Mais, et puis c'est aussi financièrement que j'ai besoin de travailler, parce que ça ne suffit pas en fait. Et encore une fois, je peux, quand tu fais une grosse tournée comme ça, tu peux pas ne pas exister à côté. Sinon quand la tournée s'arrête, surtout que là elle va durer 1 an et demi, tu vois, tu te retrouves comme un con, t'as plus rien. Tu fais ok, je fais quoi maintenant? Déjà, t'as le moral dans les godasses parce que la tournée est finie, c'est genre la colonie de vacances, t'es un peu genre... Puis en plus, tu fais ok, là j'ai plus rien pendant plusieurs mois, donc qu'est-ce que je fais? Donc il faut continuer d'exister. Donc en fait, c'est une machine, quoi, une forme de machine, il faut pédaler. C'est un peu ça, tu pédales tout le temps. Tout le temps. C'est un éternel investissement, notre travail, notre métier. C'est chronophage,
Et c'est un éternel investissement de sa personne, mais aussi financier, parce que tu mets toujours un peu de fric quand soit tu t'autoproduis ton disque, soit tu rachètes les disques si tu as eu la chance d'avoir une petite prod qui te produit un album, tu dois leur racheter les disques à un certain prix, puisque eux ils ont tout produit, tout investi pour le fabriquer, le faire du studio au pressage, mais du coup tu leur rachètes une somme et pour toi les revendre. Donc en fait c'est un éternel investissement. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, on voit pas ce côté-là. Je sais. On voit le côté artiste avec les difficultés parce que les gens sont quand même pas aveugles. Les gens nous voient uniquement tu vois sur un peu scène strass en et train de paillettes faire quand youpi, même. Hein. on fait la teuf avec tes super chaussures qui brillent de mille feux. Voilà. C'est vrai. Je les prendrai en photo, je les posterai parce que quand même il faut les voir. Il faut les voir. Elles sont exceptionnelles. Mais en vrai, il n'y a pas que ça. Et c'est même, au contraire, c'est la cerise sur le gâteau. C'est presque comme ta récompense. Mais tout le travail derrière, au-delà des répétitions, c'est tout ce que tu décris là qui est hyper important. Il y a un taf de dingo en fait, de dingo, qui n'est pas rémunéré bien sûr. Bien sûr. Tu ne t'auto-payes pas en tant que community manager. Évidemment que non. Tu ne te fais pas, tu te payes. Ben on est bien d'accord. Tu vois. Et oui. Ouais, c'est parce qu'effectivement aussi, est-ce que c'est aussi un choix de ta part d'indépendance de ne pas signer peut-être sur un label? Pas du tout. Mais moi je demande. Les labels, moi j'ai travaillé mon dernier album, il a été fait chez Label West. Mais les labels, ils cherchent pas de boulot. Ils te produisent l'album. Avant j'étais chez Art et Spectacle à Pierre Brut avec mon ami Jean-Paul Bazin qui m'a un des premiers à me soutenir, qui est décédé il y a pas longtemps. C'était le nouveau directeur, enfin il a été directeur de la Spédidam pendant longtemps, puis plus. Puis il est revenu directeur de la Spédidam et puis il s'est battu pour C'est un mec qui était hyper engagé, c'est un des premiers à m'avoir fait confiance. Art et Spectacle à Pierre Brut, c'est lui qui m'a produit mes premiers albums produits, puisque j'en avais fait avant autoproduits. Mais les labels ne trouvent pas de date en fait. Moi je cherche, j'aimerais trop avoir un mec qui me boucle des dates. Ouais. Un manager. C'est plutôt moi qui trouve des dates aux potes en fait. Parce que moi je suis dans l'idée de partage. Les clubs, les festivals, tu peux pas repasser. Pourquoi ça sert à quoi de garder les contacts pour soi? Moi il m'arrive plusieurs fois ça m'arrive régulièrement de faire des mails à des programmateurs en leur suggérant des groupes que j'aime, coup de cœur, potes ou juste artistiquement que j'aime, en leur disant putain appelle-les eux, parce qu'il faut faire tourner le truc. Et si tout le monde se comportait comme ça serait fabuleux. Ouais. Faut pas garder les trucs pour soi. Donc en gros, c'est pas du tout un choix. Non, c'est pas un choix. D'accord. Je rêverais, mais il y a même plus de bookers aujourd'hui. Il y en a quasiment plus. Il y a plus de thunes en fait. Oui. On sent bien que le milieu artistique. Il y a plus de thunes. Ça devient très compliqué. Je sais même pas si je vais réussir à vivre de ce métier jusqu'à la fin de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu es sur ces questionnements-là parfois. Grave. Mais quand je vois déjà, alors ça vient je travaille comme une folle. Comme une folle. Tu es partout. Je m'épuise et je gagne tout juste pour m'en sortir avec ma fille. Enfin, m'en sortir, oui. Là, ça recommence à remonter avec Thomas plus tout ce que je fais à côté. Mais je veux dire, normalement, je devrais pas comme ça courir le cachet à ce point-là, quoi. Je devrais pouvoir mais il y a moins de subventions, donc les festivals, les prods, tout, forcément, ils peuvent pas nous payer plus. Enfin, ça ne peut pas suivre le prix de la vie, le coût de la vie d'aujourd'hui, tu vois. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a beaucoup de festivals qui tombent. En réalité, c'est que les très gros qui arrivent à... Exactement, il y a plein de clubs aussi qui tombent. Mais plein de clubs qui tombent. Et puis, ne parlons pas du streaming qui nous fout tous dedans. Parce qu'aujourd'hui, on vend plus de CD. Non. Donc, admettons, tu te rachètes tes CD à 8 € pièce à ta prod, à ton label. Et tu les vends pas, en fait. Non. Avant, j'en vendais 30 ou 40. Je faisais plus de 10% de la jauge en vente. Ah oui. Aujourd'hui, j'en vends 1, je suis contente, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a les streamings, les gens n'ont plus de lecteurs CD, les gens... C'est vrai. Donc, en fait, on est en train de couler l'industrie du disque, c'est mort. Les festivals, les concerts live, alors... C'est compliqué. L'intelligence artificielle qui débarque, mais tu fais genre... Ceux des musiciens de studio, les trucs de film, tout ça, ça va être fait à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on va devenir, en fait? Ouais. C'est une vraie interrogation sur le futur. C'est vraiment flippant. T'y penses? Bien sûr que j'y pense souvent. Ouais. Et même sur scène, quand je fais mes concerts à moi, je dis toujours un petit mot par rapport au streaming, en expliquant que le disque, c'est la vie quoi, de l'artiste. C'est son âme, il y a une pochette, faut racheter un lecteur CD et acheter des disques aux artistes.
C'est important pour toi de Je faire m'engage. passer des messages, de t'engager grave, et de je faire m'engage passer des à messages. fond. Ouais. C'est comme ça que ça peut bouger. À fond. Bouger. Je Essayer. pense pas avoir une immense influence. Toi, plus l'autre, plus Mais encore un autre. je pense qu'il faut, il faut le faire, ouais. Justement, tu parles de posture, d'engagement. Je voudrais que ce podcast, ces paroles de femmes, il y a tellement de choses à dire sur être une femme dans le milieu artistique. Je sais presque même pas par où commencer, tu vois, parce que moi, je te rencontre, on est dans le tourbus. C'est un monde, c'est particulier de partager ta vie, c'est-à-dire, pour les gens qui connaissent pas un tourbus, est-ce que tu peux résumer ce qu'est un tourbus? Déjà, pour qu'ils se figurent un petit peu ce que tu vis pendant un an. Alors, un tourbus, c'est un énorme bus où il y a 2 niveaux. Tu rentres dedans, il y a 4 pôles de 4 sièges comme dans les trains, des 4x4 là, face à face, Des 2-2, carrés. des carrés, voilà. C'est le salon où il y a un petit évier cuisine, un frigo avec des boissons, des verres, des toilettes où on peut faire que pipi. C'est quand même hyper important de le préciser. On fait que pipi. Que pipi. Alors je te raconte pas quand on arrive le matin à la salle, Ouais. t'as les yeux tout gonflés de sommeil, t'as juste envie de faire l'autre commission. Et là, tu sais pas où sont les toilettes et tout. Enfin bon, ça c'est la petite parenthèse rigolote. Ouais, mais c'est hyper intéressant. Bien sûr. Justement, pour le reste. Imagine. Ah ouais, non, mais j'imagine. Et si je peux rentrer dans les détails, mais ce serait peut-être pas très... Mais c'est vrai que bon, en gros, c'est genre le petit moment de stress où il faut que tu trouves tout de suite les toilettes. Si tu as envie vraiment de faire la grosse commission, il faut que tu arrêtes le chauffeur et dans une station-service, bien sûr, mais tu sais, tout le monde a la flemme de faire ça, quoi. Bref, donc là, on décompresse après le concert. Les techniciens ont fini de remballer, ils font un travail extraordinaire, ils sont tous formidables. Tout le monde se retrouve en bas du bus, on boit quelques verres de vin ou de soft, enfin peu importe. Et puis après, tu montes te coucher. Donc au premier niveau, il y a une enfilade de couchettes, de 18 couchettes, Ouais. superposées de part et d'autre, avec un couloir au milieu, quelques emplacements où tu peux ranger tes valoches et tout. Et tu vas te coucher dans ta petite couchette qui est très confortable, sauf que ça bouge. C'est ça. Il y Sauf a du que t'en bruit. as 18, t'en as 17 à côté de toi. Ouais, ça ronfle. Et 17 bonhommes. Ouais, mais moi je ronfle en fait, donc c'est pas le fait d'être bonhomme ou pas bonhomme. Je ronfle, ouais. Oui, non, mais Puis voilà. quoi. Je sais que je ronfle, ça me gêne un peu, mais c'est comme ça. Et en fait, je suis un être humain comme tout le monde. Mais Thomas a sa chambre là, c'est la star. Dans tous les tourbus, il y a une chambre double. Ah d'accord, il y a une pour chambre. l'artiste principal. Donc il a un lit double, une vraie pièce fermée, D'accord, ok. qui est juste dans l'enfilade de ma couchette. Donc moi je suis devant le bus, il y a 2 couchettes superposées, sa chambre, et ensuite de part et d'autre de chaque côté du couloir, des couchettes superposées. Donc ça veut dire que l'intimité féminine, On est 2 nanas. vous êtes 2. Il y a Aurélie qui est une super backlineuse, Ok. qui est adorable. Et moi, mais en fait moi je suis devant, donc il y a la chambre de Thomas qui sépare l'autre compartiment avec toutes les autres couchettes. Mais Ok. en 2009, 10, 11, 12, 13, 14, quand je tournais avec Thomas, j'étais dans le même... Mais je m'en fous complètement. C'est-à-dire qu'en fait, je me déshabille allongée. Si je sens qu'il y avait des gens, des fois je fais ça vite fait. Enfin, en fait, tu te débrouilles, quoi. Mais Des fois, j'ai dormi même habillée. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi, tu vois. Ouais. Mais parce que justement, finalement, est-ce que c'est une manière aussi pas de se décomplexer, mais tu vois, comme tu dis, je trouve que la métaphore elle est très juste. Vous êtes finalement une somme d'êtres humains. Mais Il n'y a oui. plus vraiment homme, Ah non, femme, non, machin. si, je vais quand même pas me foutre à poil devant les garçons, mais si tu veux, bon, s'il y en a un qui me voit en culotte, tant pis. Ouais, voilà. Et puis en fait, j'essaie de faire ça là, vite. Je te dis, ça m'est arrivé à l'époque. Là, pas cette année, parce que là, j'ai vraiment mon Oui, ton petit compartiment. coin. Mais des fois, j'ai un chauffeur qui dort en dessous. Ok. Parce que des fois, dans les longues distances, ils sont 2 chauffeurs pour se relayer, bien sûr. Et là, à 7, je sais qu'il y aura un gars qui va dormir en dessous de moi. Enfin, dans la couchette du dessous. Et mais bon, encore une fois, tu sais, une fois que tu fermes tes rideaux de ta couchette, tu peux te mettre
Bon, c'est pas très pratique parce que si tu te lèves, tu te cognes. Hein, c'est très bas de plafond le truc. Hein. Faut pas être franchement, bon, c'est. La première nuit, ça m'a fait tout drôle, ouais. Puis tu t'y fais. Alors c'est sûr que c'est pas de tout repos, parce que donc nos chers amis techniciens qui travaillent dur toute la journée, pendant et après le concert, se lèvent plus tôt que nous. Ils prennent leur café, donc je les entends. Après, il y a ceux qui boivent des coups plus tard le soir. C'est une vie en communauté, donc faut se respecter. Mais en même temps, moi, je suis cool. En fait, je me dis, vas-y, pendant 4 jours, tu sais que ça va être moins confort. Après, la journée, on a des day rooms, des day use, enfin, je sais pas comment ils appellent ça, où on peut se faire la sieste, on peut prendre une bonne douche. Les techniciens, ils ont même pas de douche, de chambre. Oui, la journée, ils sont dans les loges. Et avec le chaud, c'est très dur. Ils ont vraiment un boulot difficile que j'admire. Ah oui. Parce que sans eux, le machin, il tournerait pas en fait, tu vois. Et ils sont gentils, modestes, ils sont à notre service, ils sont vraiment. Et eux, ils prennent. Aurélie, du coup, la backlineuse qui est dans le bus, elle prend sa douche, comme j'ai déjà fait aussi. Des fois, je préfère rester à la salle que d'aller à l'hôtel pour des questions d'organisation. Je prends ma douche après quelqu'un dans les douches communes, et puis on va pas en mourir, quoi, tu vois. Est-ce que tu as la sensation que parfois, tu as un petit peu comme un peu des privilèges, un peu d'être une nana, tu vois, qui vont un petit peu te chouchouter Pas du tout. Pas du tout. Non, je suis prise comme tout le monde. Non. Un bonhomme, cette horreur. Ouais, cette horreur, c'est-à-dire mais Aurélie, c'est pareil. C'est pareil. On s'occupe de nous-mêmes, quoi. Oui, voilà. Il n'y a pas de. Il n'y a pas le truc un peu cocooning de dire on va aller un peu les chouchouter, les filles. Rien du tout. Et est-ce que toi, à l'inverse, tu sais, t'es maman. Maternelle. Et est-ce que tu as la sensation, tu as la sensation de, soit des fois de les materner, soit au début, de t'être un petit peu réfréné pour justement pas tomber dans ce rôle-là? Pas du tout. Mais alors moi, même avec ma fille, je veux dire, évidemment, je n'ai pas la planter, évidemment, je suis maman, mais je n'ai pas ce côté... Très maternant. C'est-à-dire que je peux être gentille et dépanner, aller chercher un truc pour Thomas, enfin tu vois, faire un geste, porter un sac pour un ami, enfin. Mais je suis pas du tout en mode non. Ah non. Mais c'est ton caractère, ou est-ce que tu penses que c'est parce que justement tu es dans l'industrie de la musique? Non, c'est mon caractère. C'est ton caractère. C'est mon caractère. Alors peut-être aussi je me suis un peu renforcée à ce niveau-là, tu vois. Genre, ou peut-être personne n'a été tendre avec moi. Hein. J'ai vécu quand même pas mal de trucs balèzes avec certains musiciens qui sont vraiment, casse-couilles, quoi. Enfin, juste. Casse-couilles comment? Ils ont pas d'éducation, quoi. Pas de finesse, pas de respect. Et t'as pas l'impression d'être entendue des fois quand t'es une femme, tu vois. Ouais, c'est justement, tu vois, c'était ma question. Ouais, c'est quoi la position d'être une femme dans la musique? Faut que tu gueules pour qu'on t'entende, alors qu'un mec va dire la même chose que toi. Calmement, il sera entendu tout de suite. Et toi, du coup, tu vas gueuler et ils vont te traiter d'hystérique, quoi. C'est le problème des femmes, ça me fait penser. C'est un truc de fou. Le livre Le bal des folles. Ah, j'ai pas vu. Vraiment. Ouais. D'ailleurs, il avait été adapté au cinéma également. C'est tout à fait ça. Les femmes sont soit soumises, soit hystériques. Oui, voilà. Ouais. C'est ça. Et alors, tu sais, il y a Et donc, choisis ton camp. Le film à la con Barbie, là, tu sais, le film qui est sorti sur Barbie, oui. Il y a une tirade de Barbie. Oui. Dans un moment donné dans le film. Donc moi, je l'ai découvert ce film avec ma fille. Sinon, j'y serais jamais allée, tu penses bien. Mais il est pas mal, quand même. C'est poussé, mais il y a quand même justement, c'est pour un fond. C'est contre les machos. C'est les mecs qui passent pour des cons dans le film. C'est un peu con, mais c'est exagéré. C'est une parodie en fait du monde de Barbie à l'envers, tu vois. C'est les mecs qui passent pour des teubés et les femmes. Il y a une tirade d'une fille que dit à Barbie où c'est exactement ça. Je sais plus ce qu'elle dit, mais en gros. Faut être belle, faut être mince, t'as pas le droit de faire caca, t'as pas le droit de péter. Mais en vrai, c'est ça. Alors là, chez Dutronc, c'est pas du tout le cas. Mais c'est pas que des préjugés. Hein. Tu parles de... Là, on n'est pas en train de parler de la tournée Dutronc. Toi, t'as combien d'années de carrière? En général, 27 ans maintenant. Voilà. À peu près. Là, moi, ce que j'aimerais que tu nous décrives, c'est tes 27 ans. Parce que bon, on sait quand même que
Enfin voilà, Thomas, il a un savoir-vivre et je crois que tous les gens qui sont autour de lui... Sur la tournée, c'est tous des choux. C'est pour ça. Ils sont tous... Je suis tellement dans mon élément. Mais on s'extrait un peu de cette tournée magnifique qui dure 1 an et demi pour parler de la place de la femme... de la place de l'artiste, ça m'intéresse. Une femme de caractère, comme je suis un peu grande gueule de caractère. De caractère. Elle a, ça fait C'est une emmerdeuse. Ça les fait, bah ouais. Grave. Ça a pu te desservir. Bien sûr, mais qu'à cela ne tienne. Tu t'es posé la question un jour, en vrai, sans langue de bois, est-ce qu'à un moment donné, tu te poses, tu as une première altercation, si tu veux nous en expliquer une, libre à toi, si tu préfères pas de problème. Tu as une première altercation, une confrontation, c'est-à-dire un rapport de force. Et est-ce qu'à un moment donné, Aurore, tu te dis, ok, est-ce que je dois faire un choix entre ma carrière et la fermer? Pardon, mais en tout cas, pas dire ce que je suis vraiment, ou tant pis. Ça, je sais pas faire. Et je serai moi. Ah bah plutôt ça. Oui. Moi, je sais pas faire ça. Je sais pas mentir. Je sais pas mentir déjà dans la vie. Je peux pas. Les mensonges, je suis grillée en 2 secondes. Et mentir sur ma personnalité, c'est même pas. Je suis trop spontanée. Je suis trop intègre. Entière. Ouais, les deux. Entière. Les deux fonctionnent. Genre, c'est impossible. Première altercation, moi ça me. Moi, faut pas me chauffer, quoi. Sinon, je suis pas violente, mais ça peut partir en couille. Ouais. Et je trace et puis je me laisse pas faire, quoi. En fait, c'est ça. C'est juste ça. J'ai besoin de respect et pourtant, je suis un bon copain. Oui. Tu vois, je suis un bon copain parce que j'ai un côté gars. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est carrément ça. Je suis un bon copain, tu vois. Je suis pas la nana qui va faire mais je suis cassé un ongle ou la chochotte, ou tu peux me porter ma valise, ou vous êtes sale de parler de cul, les blagues de cul, les machins, les calembours, évidemment, mais moi ça me fait marrer. Mais j'adore la compagnie des hommes, j'adore les hommes, les garçons, j'ai toujours, depuis enfant, petite ado. Tu te reconnais plus avec eux. Mais je suis super bien, mais j'adore les femmes, j'ai aucune préférence en fait. Non, mais toutes mes copines femmes, on est toutes un peu des potes, quoi, des bonhommes, un peu, on a un côté... Tes copines femmes, elles sont aussi dans le monde de la musique, celles dont tu me parles là? Pas que. Mais du coup, ça voudrait dire que quand même, tu me dis si je vais trop loin dans la réflexion, mais est-ce que ça veut dire que quand même, si on veut arriver à s'affirmer et à s'imposer dans notre job, on doit quand même être un peu... Exactement, je pense, et pas que dans la musique, en général. C'est pour ça, en général. C'est pas que la musique, c'est partout. Et sincèrement, si je n'avais pas ressenti ce genre d'écart homme-femme, je serais pas du genre à dire ces choses-là, quoi. Je parle vraiment Tu l'as vécu. Non, c'est un vécu. Et c'est pas... Je ne l'invente pas. Non. Tu vois. Le MeToo, ça a fait du bien pour toi? Alors ça... Ou pas du tout? Écoute, ou est-ce que c'est fait? Je trouve que c'est très bien. Ok. Ouais. C'est beau. Je suis pour, il n'y a pas de problème. Mais il faut pas non plus exagérer, quoi. Tu vois. Ça va, quoi. Ouais. Oh. Tu vois. Ouais. On est des gonzesses. C'est sûr que les mecs... Un compliment peut faire plaisir, on est d'accord. Mais un compliment, puis même... Mais moi, on m'a déjà dit... Donc j'ai un décolleté assez proéminent, une paire de seins un peu balèze, c'est l'âge qui fait que je suis je sais que on m'a déjà fait décolleter et pour rire et les copains mais moi je marche en fait, je dis ça va, je vais pas me vexer, je vais pas dire #MeToo, c'est bon quoi. Les blagues sur on peut me faire une blague sur les blondes, sur les femmes, mais je me marre. Je suis même capable d'en raconter moi-même. Parce que c'est du détachement, parce que MeToo a peut-être aussi changé. Au départ, MeToo était vraiment sur le harcèlement ou sur des postures quand même de coucher, parce que si tu couchais pas, c'est ça. Moi, j'ai jamais, t'avais pas de disque, voilà. Problème. Après, ça a pris ça a pris un autre angle. Aujourd'hui, maintenant, c'est un peu bizarre. Mais c'est très bien que ce mouvement ait existé, évidemment. À l'époque, effectivement, pour des choses graves, mais après, il ne faut pas tout mélanger non plus. Ouais. Tu vois ?
Je vois très bien. Voilà. Parce que du coup, ça peut scléroser aussi les rapports hommes-femmes. Mais bien sûr, et ce qui est en train de se passer. C'est sincère, quoi. Enfin, c'est faux. Et puis, on ne sait plus. Les hommes ne viennent plus. Ah non. Non, mais c'est clair. Tu me parles de ta vie d'artiste, mais tu es aussi une maman. Oui, je suis maman d'une petite Oui, fille une petite maman. merveilleuse. T'avais envie... Je reviens quand tu as 20 ans, tu l'envisages. Comment tu fais pour envisager la maternité? Zéro. Moi, d'ailleurs, je ne sais pas comment j'ai fait. Jusqu'à l'âge de 35 ans, enfin 34 du coup, 32 on va dire. Fallait pas me parler d'enfant, quoi. Ok. Parce que tu n'en avais pas envie. Genre trop indépendante, trop... Trop dans ta musique? Est-ce que tu le Trop dis dans pas la vie quand en même, général? Non, je pense pas que ça ait rapport avec... Puis j'ai rencontré le papa de ma fille en 2010, et puis très vite, j'ai dit, oh, c'est quand même le bon là. On est en 2011, 2010-2011. Je pense que ça serait quand même bien de faire un petit, parce que presque un jour, je regretterais. Puis je l'aime, lui, je pense que... Et l'histoire fait que j'arrête la pilule, et je suis convaincue que ça va pas marcher. Tu parles, ça marchait du premier coup. Bam, Bam. Et là, coup de massue. Oh, putain, je suis enceinte, bordel. Comment je vais faire? Et là, t'as gros coup de stress. Avec lui, qui est chef cuisinier, qui a 2 restaurants, qui travaille comme un dingo. Moi, qui ai cette vie de musicienne, tournée et compagnie, même si à l'époque, je tournais pas énormément, puisque je faisais qu'un tiers avec Thomas. Et ça dépendait s'il avait des tournées avec violon ou sans violon. Mais je faisais ma carrière sous mon nom et tout. Ce qui veut dire quand même qu'il y a des voyages. Bref, c'est pas une vie... J'ai stressé, hein. Franchement, j'ai stressé. Ouais. Ok, comment je vais faire pour la faire garder? Comment je vais faire ceci? Comment je vais faire cela? Parce que moi, il était hors de question que je mette ma carrière de côté. Hein. Oui, voilà, c'était ce que j'allais te demander. Hors de question. Et puis ça s'est géré, évidemment, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Ouais. J'ai une petite fille merveilleuse qui évolue hyper bien avec moi. Elle vient dans mes concerts, elle connaît tout le monde, les copains. Thomas, tout le monde l'apprécie, elle est cool. On a une superbe relation, c'est un équilibre. Bon, maintenant, donc on est séparés avec son papa depuis 4 ans. C'est un coup dur dans sa vie, dans la mienne, c'est sûr. Et je suis toujours célibataire. Ça me manque un peu des fois de pas être amoureuse et d'être aimée. Mais je te dis qu'en fait, je suis vachement bien seule, quoi, aussi. On est vachement mieux seul que mal accompagné, quoi. Ah. Mais c'est ce côté de truc de maman, donc j'ai assumé et fait les choses de maman par instinct. De toute façon, la question se posait même pas. Mais elle a tout de suite compris, même depuis enfant, qu'il fallait me laisser mon espace. Je veux pas m'oublier. Non. C'est pas parce que je suis maman que je vais penser qu'à mon enfant et que je vais m'oublier. D'ailleurs, ma mère me disait, tu peux pas l'abandonner à 6 mois pour aller faire tes concerts. Je dis, écoute, c'est toi, maman, qui m'a dit qu'il fallait que je sois indépendante et que je travaille. Donc forcément, les deux sont pas compatibles. Hein. Et du coup, elle allait dormir soit chez ses grands-parents paternels, soit chez une nounou qui la prenait la nuit, très bébé, quoi. Ma mère me disait, mais je culpabilisais un peu, c'était horrible, hein, c'était très difficile de laisser ma fille, mais en même temps, je disais là, genre, faut que je continue ma vie, quoi. Ça doit être quand même pas... C'est pas simple. Est-ce que tu as eu peur de ne pas y arriver? Est-ce que tu as eu peur d'être obligée de sacrifier ta carrière? J'ai eu peur d'être une mauvaise mère. D'être une mauvaise mère. J'ai eu peur qu'elle se sente abandonnée, même enfant, même tout petit, 6-8 mois, quand elle a commencé à dormir chez cette nounou qui était fabuleuse. C'était une vraie nourrice agréée par, assistante maternelle, tout était officiel. Enfin, une femme fabuleuse qu'on revoit de temps en temps. Après, c'est la fille de cette femme, Magali, qui a gardé Mathilde à la maison en babysitter et tout. Aujourd'hui, Mathilde, ma fille, donc, commence à se garder seule. Enfin, les soirs, je peux la laisser un soir doucement, là, 12 ans, tu vois. Mais oui, j'ai eu peur, j'ai culpabilisé. De toute façon, être maman ou papa, mais en tout cas moi, en tant que maman, tu te poses la question sans cesse de est-ce que tu assures, quoi. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'école de maman. Tu apprends, c'est un métier à part entière, une immense responsabilité, toute la vie, de toute façon, et je le vois alors qu'elle grandit, mais tu apprends en vivant le truc. Mais je sais que c'est ma priorité. Il y a ma carrière, il y a ma fille. Les deux, je jongle pour être avec ma fille tout le temps. Et on se parle tous les jours quand je suis en tournée. Et elle comprend. Alors bien sûr, elle me manque, je lui manque.
Mais même là, elle a grandi, mais ça va, mais je veux dire, tu culpabilises tout le temps, en fait, de la laisser. Parce que si t'es pas là à la fête de l'école, il y a ton instinct de maman qui quand même prend le... Et une fois, j'étais pas là à un spectacle de je sais plus quoi. Tu culpabilises. Et puis en plus, il y a le papa qui donne aussi ce qu'il peut, mais avec ses horaires, c'est pas facile. Mais il y a toujours quelqu'un de la famille qui va. Mais Puis je te parle même dans l'évolution mentale de ton enfant, quoi. Moi, je suis à 100% avec elle tout le temps. C'est même quand je suis pas là. Elle a transformé ton rapport à la scène. Est-ce que pas spécialement Non. Ou... non. Je dirais pas que ça. Je pense que ça fait partie, elle, ou le fait d'être maman et de mûrir, a contribué à mon évolution. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est pas elle en partie, le fait d'être maman et d'avoir un enfant, qui a fait que? C'est juste la maturité que ça génère en moi. Ouais. Et l'âge qui avance, quoi. Un peu. Du coup, et ça va avec. Juste, tu m'offres une transition parfaite, justement, l'âge. Quand on pense, alors à une femme, déjà, mais à une femme artiste, parce que tu vois, quand tu es artiste, tu as comme une dimension de l'image. L'image de soi-même, l'image des autres, l'enfer, ouais. Les réseaux sociaux par extension, photos, tout. Comment tu gères cette image qui prend une grande place? Comment tu gères le fait de vieillir? Parce que tout change quand on vieillit. Oui. L'acceptation de soi. Tu le vis comment, tout ça? Je suis actuellement en préménopause, donc j'ai chaud tout le temps, j'ai des problèmes de sommeil, j'ai pris du poids, mais ça n'empêche pas que profiter de la vie reste plus important. Avec la maturité, il y a encore 10 ans, j'aurais jamais imaginé, le poids, l'apparence m'importait beaucoup plus qu'aujourd'hui. D'accord. Malheureusement quand même, quand je me vois en photo aujourd'hui sur les vidéos avec les smartphones, les gens qui postent, où je vois, oh putain, ouais, quand même, ma cocotte, t'as pris cher, quoi, tu commences à vieillir et tout. C'est compliqué, un peu. Ouais, je complexe un peu, ouais. Ah, faut pas se mentir. Mais je sais que j'ai du charme, j'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux, je sais comment je suis, machin. Je mets en avant mes guibolles parce que ça va encore. Mon décolleté, parce que ça marche à tous les coups. Ça va encore. Tes yeux. J'essaie, mes yeux, la tronche, ça va, tu vois encore. Mais c'est sûr que ça va pas aller en s'améliorant, quoi. Et qu'il faudrait que je fasse un peu plus de sport, il faudrait que je fasse un peu plus attention à mon alimentation. Quoique la bouffe, c'est pas ça qui me... Enfin, il y a le côté hormones. Moi, je suis complètement déréglée au niveau des hormones et j'ai des problèmes de thyroïde en plus. Et ça, tu penses pas que ça vient un peu de la tournée, d'être tout le temps sur les routes, les hormones? Ah, c'est sûr que mon rythme de vie n'aide pas. N'avance pas. Ouais. Mais regarde les mecs, ils prennent cher aussi, hein. Oui. Oui, bien sûr. Oui, mais alors, sans faire du sexisme à 2 balles, parce que c'est pas je t'en avais parlé, hein. On n'est pas dans un podcast d'opposition, c'est le pile, le strict opposé. Mais en tout état de cause, en tant que femme qui parle à une femme, bon, on va quand même poser un jugement un petit peu différent sur une femme qui vieillit que sur un homme qui vieillit. Ah bah ça c'est clair. Donc on doit quand même ça c'est clair. faire un gros travail sur nous-mêmes. Même pas. Ah bah si, j'imagine. C'est horrible. C'est horrible. Mais et à plus forte raison, les femmes ultra exposées. Comme toi, t'es sur scène, on peut dire ce qu'on veut. Tu es une artiste avec des interviews, des podcasts, des photos. Et maintenant, effectivement, ces photos un peu à la sauvage, où là, tu peux pas effectivement demander de la refaire 3 fois parce que... On a joué sur la Ferté-sous-Jouarre, un super festival. Ça s'appelle le Festival des 2 rivières. Et du coup, la Ferté-sous-Jouarre, il faisait genre 50 degrés. Et on a joué sous un chapiteau, donc il y avait l'humidité. Ouais. J'ai vu une vidéo et une photo de moi. J'étais tellement gonflée, rouge, gonflée par la chaleur, rétention d'eau, gonflée comme ça. J'ai vu la photo, je me suis dit, putain, c'est pas moi, on dirait un ballon. Mais c'est pas possible. Alors que je vois des photos de moi hier, à Django, où il faisait moins chaud et tout ça, ça allait, tu vois. Mais t'as l'impression qu'entre 2 photos, il peut y avoir... ouais, mais c'est vrai. 15 kilos. Alors des fois, ça me fait... ça fout un coup sur le moral, quand même. Ouais, c'est pas simple à gérer quand même. Il faut se sentir belle. J'ai besoin qu'on me dise que je suis belle, tu vois. J'ai besoin qu'on me le dise. Ouais.
Bah, c'est aussi une forme de reconnaissance. Et j'ai personne qui me le dit en ce moment. C'est ça qui me manque un peu avec les mecs, quoi, tu vois. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui m'aime. Ouais. Ça me manque. C'est souvent à ce moment-là que je pose une question que je te poserai plus tard. Parce que c'est l'amour dans tout ça. Et l'amour quand on est sur les routes. Bah justement. Et l'amour quand c'est compliqué de mais on y reviendra si tu le là, sens j'aurais pas. bien voulu enchaîner. Et on va faire. J'aimerais aussi qu'on parle. Alors si on enchaîne sur ça, si tu te sens, on se sent. Je voulais juste dire. J'aimerais bien que tu me parles justement de ça parce que c'est une question que je pose à toutes les femmes. C'est et l'amour là-dedans. Comment on fait pour s'aimer soi? Comment on fait pour être aimé des autres? La jalousie. Non mais c'est ce côté, si tu veux, femme qui côtoie beaucoup d'hommes. Donc, qui potentiellement est très courtisé. En réalité, on se rend compte pas du tout. Pas du tout. Je sais bien. Je leur fais peur. Ouais. Je suis une femme de caractère. Ils se barrent, les mecs. Ils se barrent en courant. Mais je me fais pas draguer. Quasiment pas. C'est un truc de fou. C'est un appel à l'aide, c'est un cri du cœur. Bordel. Non mais sérieux, je suis une femme comme les autres. Je pense que bordel était effectivement une bonne ponctuation. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai? Je suis comme je suis. Je changerai pas, ça c'est clair. Oui, après. Mais je fais peur aux gars, quoi. Oui, alors je pense que c'est là où je voulais en venir, tu vois, quand je te dis et l'amour, parce que ça fait peur aussi de tomber amoureux de quelqu'un qui tourne en permanence, qui n'est jamais là, parce que les hommes aiment bien quand même avoir leur petite femme avec eux. Je pense malgré tout. Il y a la peur de ça, mais il y a aussi le caractère, quoi. Et le caractère. J'ai quand même un ami proche qui m'a dit, franchement, j'aime bien Guillaume, mon ex-mari, le père de ma fille, mais franchement, il a été trop con de te laisser, quoi. T'es une fille extraordinaire, t'es belle, t'es gentille, t'es drôle, t'es fun, Bah ouais, mais... Et t'es seule. Et je suis seule. Tu vois le délire, quoi. Ouais, je vois bien. C'est la fin de la phrase qui donne envie de pleurer. C'est un truc de fou, quand même. Ouais. Mais c'est comme ça. Tu te nourris de l'amour des autres. Ouais. Que tu as sur scène. Ouais. Tu dirais quoi tu dirais quoi à une jeune qui veut se lancer? Dans la musique? Oui. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Ouais. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Faut avoir confiance en soi. J'ai des messages. J'ai eu un article qui est sorti il y a pas longtemps dans les Échos Week-end. Tu l'as vu, non? Je l'ai vu, ouais. La fille, ça faisait 2 ans qu'elle m'appelait régulièrement pour m'interviewer moi, pour me demander des contacts, des noms de festivals, des trucs. J'ai filé plein de numéros à Thomas. J'ai donné le numéro de Vincent Carpentier, son manager, pour qu'elle puisse interviewer Thomas, mais elle a été dans les clubs, la shop des puces. Enfin, tu vois, c'est un article qui est hyper complet et ce qu'elle a marqué bon, elle a mis ma photo et je la remercie encore, mais ce qu'elle a marqué sur moi, ce qu'elle a relevé, écrit dans l'article, ce que je disais, c'est que la place des femmes était difficile et qu'il faut vraiment s'armer, quoi, parce que une jeune femme, il y a plein de filles du coup qui m'ont écrit ou appelé ou envoyé des messages en disant que c'était super ce que j'avais dit, et il y en a qui me disent que je suis un exemple pour elles. Moi je suis à fond pour les encourager à dire allez fuck quand on y va, quoi. Ouais. On avance, quoi, les filles là. Et c'est ce que tu dis à ta fille aussi? Ah bah bien sûr, mais je crois que ma fille elle m'observe. Même pas besoin forcément de lui dire, elle voit comment je suis. Elle voit comment tu es. Elle voit comment je suis entourée de garçons. Et d'ailleurs, à l'école, je pense que elle doit un petit peu souffrir de ça parce qu'elle me ressemble beaucoup. C'est une fonceuse déjà en 6e. Et je pense qu'elle est... C'est sûr que je suis pas introvertie, elle non plus du coup. Et voilà, mais des fois, elle a un petit peu de mal à trouver sa place, quoi. Mais ça va, elle est très spontanée, elle a plein de potes. Elle va la faire, sa place. Ah ouais, ça se fait, ouais. Mais c'est pas simple. Est-ce que tu veux bien, alors, même si c'est un peu, regarde-toi, reviens en arrière. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Aurore qui prend son violon à 3 ans et qui joue sa première note de violon? Tu lui dirais quoi à cette petite fille? C'est génial, tu vas faire le plus beau. Faire de la musique, c'est ce qui fait le plus de bien à ton cœur et à ton âme. Mais c'est ce que je dis aux enfants quand ils viennent me voir. Jouer, ou qui veulent me parler, ou les parents m'achètent un disque et du coup je leur dédicace. Et, oui, notre fils il a 7 ans, il fait du piano. Notre fille, alors je dédicace le disque pour la petite.
tu joues du violon, elle est violoniste, elle adore ce que vous faites. Je commence à dire, tu joues du violon, bah écoute, franchement, 10 minutes par jour. Et tu verras qu'après toute ta vie, tu seras heureuse de savoir jouer du violon. Parce que ça fait du bien. C'est beau. La musique, c'est, tu vois, juste 10 minutes par jour, mais il faut les faire au début surtout. Quand tu commences et tout. Enfin, je lui donne des petits conseils comme ça. C'est trop chouette. Voilà, c'est ce que je fais quand j'ai des petits-enfants qui viennent me voir, qui me touchent beaucoup. Ouais. J'ai essayé d'apprendre Enfin, ma fille, je lui ai fait faire du piano pour qu'elle ait une base. Et c'était pas évident, justement, quand c'est ta propre fille. Je voulais pas qu'elle fasse du violon, parce que moi, en plus, c'est mon métier, donc la musique. C'est mon violon, c'est... Voilà. Je dis, on va y commencer avec un instrument différent du mien, déjà. Puis en fait, au bout de 3-4 ans, elle en a eu ras-le-bol. J'ai dit, vas-y, arrête, c'est pas grave, on arrête. Parce que j'étais derrière elle pour la faire bosser, j'en pouvais plus, parce que comme ce qu'a fait ma mère. Oui. Et moi, j'avais pas patience, en fait. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Hein. D'accord. Tous les midis, elle rentrait manger à la maison. Ah ouais. Je lui faisais faire ses 10 minutes de piano, je lui faisais à manger. Des fois, quand elle avait un truc plus important, elle refaisait le soir. Ah oui. J'étais tout le temps derrière. Et elle fait quelque chose maintenant? Alors, elle est plus sur le théâtre, la comédie musicale. Superbe. Ouais. C'est chouette. J'ai dit, c'est très bien, d'accord. Ouais. Si, il faut que tu fasses comédienne plus tard. Alors, attention, c'est très dur. Et je crois qu'elle a bien compris. Elle a bien compris. Mais j'ai dit, je te suivrai. Et je lui ai dit, je veux pas te forcer à faire du piano si ça te saoule. Par contre, elle a eu des bases. Et là, récemment, elle a repris. D'elle-même, elle m'a demandé de lui imprimer une chanson d'Angèle, Taxi. Et elle a déchiffré la part toute seule. Et elle s'accompagne toute seule au piano en chantant. Je lui ai rien demandé. C'est revenu tout seul. Mais évidemment, ça revient au moment où j'ai vendu le piano, quoi. Tu vois. Oui, parce que tu vois, c'est ça un enfant. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est la base. Non, mais j'attends qu'on déménage. On doit changer de maison. Enfin, on doit déménager dans un appart. J'espère dans pas trop longtemps. Et je vais racheter un petit clavier qu'on aura dans l'appart. Et il pourra en faire quand elle voudra. Mais... Oui, parce que du coup, à l'instinct. Mais bien sûr, il faut laisser l'instinct. Il faut laisser l'instinct. Ça sert à rien non plus de trop. Je fais ce que je peux en tout cas. Voilà. Et à ta maman, tu dirais quoi? Merci maman. Merci maman. Même si j'ai ressenti quand même beaucoup de pression à une époque où ça me saoulait, surtout en pleine crise d'ado, quoi. Où j'ai fait un rejet, où je me faisais engueuler parce que je travaillais pas mon violon, enfin tu vois, où j'ai pu entre guillemets bien sûr détester. Oh elle m'emmerde, pourquoi j'en ai marre, je veux pas travailler mon violon. J'étais dans le conflit, quoi. Je voulais pas. Et longtemps, je l'ai dit, elle me forçait à faire du violon. En fait, le mot forcer, c'est une fois, elle m'en a parlé, elle m'a dit que ça l'avait touchée, elle a raison. Elle m'a forcé, mais en fait, elle m'a pas forcé. C'est grâce à elle que je fais. Enfin, elle m'a forcé entre guillemets, mais c'est négatif, ça, tu vois. C'est vrai que parce que pour moi, à ce moment-là, c'était chiant et contraignant. Parce que c'est comme ça que tu l'as ressenti et tu avais le droit. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas à cause de ma mère que je fais. C'est grâce à ma mère que je fais du violon. Et c'est formidable. Et que tu as cette vie-là. Et j'ai cette vie-là. Cette jolie vie. Je lui dis merci maman. Parce qu'elle s'est bien investie à mes côtés. Hein. Ouais. Tu qualifies ta vie de jolie? Elle te plaît ta vie? Ah, ma vie est géniale. Elle est malgré belle. tout. Tu vois, le mot, c'est... Bien sûr. Parce attends, il n'y a pas que des couillons non plus. Enfin, je veux dire, j'ai des amis extraordinaires, hommes et femmes. J'ai des gens fabuleux qui m'entourent, quoi. Et toutes les fois où tu montes sur scène, c'est des vibes de fou qui t'arrivent. Et là, ce que je vais ressentir ce soir, Jazz à Vienne. On en parle ce soir à la fin du concert. Ouais, ça va être magnifique. Jazz à Vienne, ça va être... C'est énorme. C'est énorme. Énorme, et hier, c'était énorme au Django Fest. Parce que c'est Django. Ouais. Là, les grosses salles que je fais avec Thomas, c'est énorme. Je sais qu'on va jouer aussi en Belgique, il y a un truc de 20 000 personnes. Oui. Là, il y a vraiment des grosses vibes, tu vois. Ouais. Mais c'est hyper excitant. Comment veux-tu être aigri quand tu as une vie pareille? Non. Oh non. Je veux vivre de ça depuis que j'ai compris que c'était mon truc, instinctivement. Et tu as tout fait pour. Et j'ai tout fait pour. Voilà. C'est ça qui est important. Je suis épanouie. Oui. Voilà, épanouie. Mais tu manque un peu d'amour. Un peu d'amour. Voilà. Ouais. Dernière question. C'est la traditionnelle. Et on terminera comme ça. Pour toi, Aurore, c'est quoi être une femme en 2025? C'est quoi être une femme en 2025? Je pense que c'est être une femme tout court, quoi. C'est une femme... Parce qu'une femme dans les années 60, pour toi, c'est différent qu'une femme dans les années 25. Je pense qu'il n'y a pas les mêmes enjeux. Ouais. Mais c'est pas moi. Pour moi, une femme... jour, peut-être quelqu'un fera mon podcast et je répondrai à la question, mais
C'est quoi aujourd'hui? Est-ce que Oui. tu vois des différences? Mais tu peux très bien me dire... Pour moi, une femme des années 60, elle aurait pu être la même femme que dans les années 2025 si elle avait vraiment envie et qu'elle n'était pas écrasée par le patriarcat et compagnie, quoi. Ouais. Même si c'est dans l'éducation, etc. Je pense que femme ou homme, on ne doit pas se laisser faire de choses, se faire écraser des choses qu'on n'a pas envie de vivre, quoi. Que ce soit... Alors oui, il y a l'éducation, le patriarcat, et tout ça, et tout ça. Mais c'est juste ton caractère qui va faire ce que tu es, toi. Alors c'est prendre sa vie en main? Ouais. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Ouais, assumer qui on est vraiment. On va terminer là-dessus, ça c'est une belle phrase. Assumer qui on est vraiment. Et je peux dire que je m'assume. Et tu t'assumes. Je suis complètement assumée. Ouais, et libre. Tu vois, tout à l'heure, quand j'ai introduit Aurore, j'ai dit que c'était une femme libre. T'es une femme libre, Aurore, dans ton cœur et dans ta tête. Grave. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Et puis, écoute, je te dis à ce soir sur scène. Et puis à très bientôt. Yes. Au revoir, Aurore. Bisous, bisous.